Merci, à tout à l'heure. Juste une petite précision, en effet, pour que vous puissiez situer le propos que je vais tenir au sujet de cet intitulé «Filmer et monter avec son smartphone». Depuis, on va dire grosso modo, l'arrivée de l'iPhone 5, je me suis emparé de cet appareil et de l'écosystème qu'il y a autour, que je vais me charger de vous présenter en introduction, dans le secteur d'activité qui est le mien, le digital learning. Et pourquoi est-ce que, avec Christian, on est là? C'est parce qu'on a en commun, en tout cas, le sujet, et que nos différentes publications, qui ne sont autres que le reflet de nos centres d'intérêt, eh bien, se sont croisées depuis des années sur les réseaux sociaux, et on s'est rencontrés, puis maintenant on ne se quitte plus. Ok. Donc c'est un sujet qui évidemment est pas neuf pour la plupart d'entre vous, mais néanmoins je prends quelques minutes pour rappeler que c'est une adoption qui s'est faite avant l'iPhone 5. Maintenant je dis un peu de manière en prenant un peu un raccourci, qu'il s'agit d'une adoption qui est vraiment définitivement actée depuis l'iPhone 5. Alors pourquoi définitivement actée? Je vais faire référence au fait que la BBC en Grande-Bretagne a pu équiper un grand nombre de reporters, de journalistes d'un iPhone 5. Et puis c'est aussi à ce moment-là que j'ai fait cette découverte. Peut-être connaissez-vous quelqu'un dont le nom est Laurent Close. Et à l'occasion d'une de ses publications sur les réseaux sociaux, c'est un journaliste et aussi formateur en vidéo mobile, mais pas que. Je pense qu'il couvre d'autres sujets. Sa publication concernait l'iPhone 5. Et même si ça n'est pas tout à fait cette publicité-là qui était concernée, alors on a peut-être un réseau qui... Non, c'est que la vidéo prend du temps à démarrer. Mais j'en veux pour preuve que c'était acté, quand je dis définitivement, c'était aussi par le monde professionnel, parce que, eh bien, comme vous le voyez, il y a une vidéo ici qui vous montre le making-of d'une publicité qui a été réalisée alors, avec l'appareil qui a suivi l'iPhone 5, le 5S, pour un constructeur automobile. Alors, il s'agissait d'un constructeur automobile lorsque moi j'avais fait la découverte, mais un autre, et à l'occasion de l'iPhone 5. Donc, ça devenait un appareil utilisé par des professionnels, ou en tout cas des personnes qui, comme vous, ont des exigences en matière de matériel, et pas que. Allez, j'ai promis de faire vite. Là aussi, adoption actée, vous le voyez, un programme de France Télévisions qui est né à Lyon, à l'initiative d'une journaliste, Isabelle, d'où le nom de la capsule L'étonnante santé d'Isa. S'est intéressée au monde de la santé, côté soignant, côté aidant, côté patient. Et évidemment, les conditions de tournage sont ce qu'elles sont dans les hôpitaux ou parfois au domicile des patients, comme vous le voyez à l'image là, et il était inenvisageable de débarquer avec des caméras, des perches ou tout autre dispositif qui aurait pu être un tout petit peu encombrant, si ce n'est intrusif. Eh bien, c'est à l'iPhone 6 ou 6S vaguement que les choses ont commencé et ont duré pendant au moins 7 à 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Le programme s'est arrêté cette année ou l'année dernière. Donc il a duré un bon nombre d'années, et vous le voyez, parfois avec des moyens qui sont quasi dérisoires, puisque ici vous venez de voir Isabelle avec un smartphone, et il y avait un petit micro d'ambiance que vous avez peut-être reconnu, d'une valeur de 40-45 € à l'époque, lorsqu'il s'agissait de s'en équiper. Alors évidemment, il tournait avec d'autres matériels. La personne qu'on ne voit pas à l'image, qui s'appelle Sébastien, lui avait d'autres équipements, mais c'était toujours un smartphone qui était utilisé. Pour compléter un petit peu ce début d'introduction, qui n'est autre que l'historique, pardon, j'ai mis les doigts, il ne fallait pas, qui n'est autre qu'un peu un historique d'adoption, vous avez là un arrêt sur image sur ce qui a été livré je crois, entre les deux confinements aux équipes de France Télévisions. Vous avez vraiment le contenu du sac à dos que vous voyez en photo, parce que Sébastien, dont j'ai parlé à l'occasion de la vidéo précédente, était lyonnais. Et un jour, il m'a dit « Nicolas, j'ai un truc à te montrer si tu es dispo ». Et il est passé me voir avec ce sac à dos qui contenait très précisément ce que vous avez à l'intérieur. Donc des équipes de télévision qui sont équipées de plus en plus de smartphones, pour un certain nombre de raisons qu'on pourrait évoquer, mais c'est peut-être après. Et puis, tout le nécessaire donc, pour assurer la captation et la diffusion des images et du son.
Ouais, je le laisse quelques instants. Et puis juste pour illustrer encore un tout petit peu plus le propos, un des derniers kits distribués à la BBC, vous l'avez là en photo, on le retrouve sur le site de Shoulderpod, hein, c'est le nom du fabricant, hein, de Shoulderpod, qui est un fabricant dont le siège est à Barcelone, qui propose même sur une des pages de leur site la description du kit BBC. Ils l'ont même appelé quasiment comme ça, donc il comprend évidemment leur support qu'ils fabriquent et puis tout le matériel complémentaire qui vient en particulier ici, vous le voyez sur la photo, de chez Rode. Alors ce kit, il est amusant parce qu'il vient en fait en complément d'une installation assez astucieuse qu'utilisent au moins les deux journalistes. J'avais vu passer une vidéo à une certaine époque, les deux journalistes que vous voyez ici en photo, qui se sont créés ce qu'elles appellent le bike bureau. Donc un vélo qui comprend absolument tout, y compris quelque chose que vous voyez, mais vraiment sur le tout bas de l'image, c'est un petit bout de panneau solaire pour leur apporter justement un peu d'énergie. Mais un vélo avec lequel elles sillonnent les différents endroits du pays où elles se rendent pour les différents programmes qu'elles peuvent créer ou couvrir. Et puis, en termes d'adoption actée par, on va dire, les plus grands, si on peut les considérer comme plus grands que ceux qu'on a vus précédemment, vous en avez encore entendu parler récemment. Il y a le monde du cinéma qui s'est emparé du smartphone. Vous trouvez, par exemple, sur Netflix, c'est ce que vous avez sur la partie gauche de cette slide, le dernier, c'est vraisemblablement à ce jour encore le dernier Steven Soderbergh, dont vous avez une photographie prise au moment du tournage pour le film dont vous avez l'affiche, et puis quelques photographies, et en particulier celle de cette installation audacieuse et astucieuse qui a été utilisée pour produire le dernier Danny Boyle, qui est en ce moment même dans les salles, si les films de zombies vous intéressent. Et en particulier, je serais curieux, moi, de voir le rendu de la captation qui a été faite. Je ne sais plus combien, je crois qu'il y a 20 iPhones qui sont disposés sur ça a l'air d'être une planche, quelque chose comme ça. Et puis, ce n'étaient pas les seuls à travailler avec. En tout cas, c'est un appareil qui rentre dans le cycle de production. Ce n'est pas un appareil qui remplace, c'est un appareil qui vient compléter. Ici, surtout, ce que Danny Boyle présente, c'était vraiment pour pouvoir s'offrir la possibilité d'avoir tous ces axes de prise de vue et ensuite pouvoir travailler et à partir de ces rushs-là. Je conclus sur la première partie ici, juste pour ramener ça quand même à un contexte ici universitaire. Vous le voyez, en fait, j'ai récupéré quelques informations. Il y a une capture d'écran et une petite vidéo qui a été réalisée par le Louvain Learning Lab, qui est une émanation de l'Université de Louvain en Belgique. Et eux, ça fait des années qu'ils utilisent un kit que vous voyez là, dans la petite boîte en plastique, avec un mode d'emploi pour que quiconque ait envie ou a besoin de faire une captation, mais en se débrouillant un petit peu tout seul ou en petit nombre, puisse parvenir à ses fins. Et donc voilà ce qu'ils ont utilisé, en tout cas à cette époque-là. C'est pas super récent, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'ils sont équipés. Et ils ont peut-être renouvelé le matériel ou continuent d'utiliser celui-ci qui n'est absolument pas périmé. Voilà, je crois que je suis ici au bout de cette première partie. Du coup, donc moi je prends la suite. Je vais juste pareil que Nicolas, vous resituer d'où je parle, parce qu'effectivement il y a eu une présentation très succincte, mais du coup voilà, moi je suis un ingénieur CNRS. Je bosse donc à la Maison des sciences sociales et des humanités, donc à Lyon-Saint-Étienne. Donc les MSH sont au service des labos de recherche. Donc voilà, moi je travaille donc au CNRS et plutôt dans la partie recherche. Et je profite de cette audience, et en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation, pour aussi vous parler d'un réseau qui peut aussi vous intéresser. Au CNRS, on a monté ce qu'on appelle un réseau des professionnels de l'image et du son, un petit ANSTIA, mais qui est plutôt orienté recherche, travaille avec l'environnement de la recherche en images et en son. C'est un réseau qui s'appelle RUSH, R-U-S-H-S. On a un site web sur Internet. Vous pouvez rejoindre cette communauté. On est une communauté d'à peu près 500 personnes. Et donc voilà, on est très CNRS, donc très recherche, mais on est largement ouvert aux universités. On est très, très sciences humaines et sociales parce qu'au CNRS, le personnel audiovisuel est très, très représenté dans les sciences humaines et sociales, mais on est aussi ouvert aux sciences dites dures. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce qu'on est une communauté qui, comme ANSTIA,
réfléchit et réfléchit plutôt sur les orientations de production et de diffusion de films de recherche. Donc sur ce plan-là, effectivement, pour revenir par rapport à notre sujet de discussion et par rapport à ce que disait Nicolas, moi j'utilise le smartphone juste avant confinement, donc à peu près dans les années 2018. J'ai commencé aussi à utiliser d'abord mon propre smartphone. Alors c'est vrai qu'avec Nicolas, on utilise beaucoup la marque Apple, on parle beaucoup d'iPhone. Alors c'est pas qu'on est sponsorisé par la marque, mais c'est vrai que c'est une marque qui fait un peu référence dans le monde de ce qu'on appelle le mojo, donc le journaliste mobile. Mais bien évidemment, les très bons Samsung sont aussi, et puis sous Android, on peut évidemment utiliser cet outil-là. Alors juste pour, voilà, dans le domaine en tout cas qui nous rassemble, et vous et nous, c'est effectivement la recherche et l'enseignement supérieur. Quelques gros avantages effectivement de tourner avec un smartphone, d'abord c'est largement abordable au niveau tarif. Quand vous faites des budgets audiovisuels, eh bien quand vous mettez un kit smartphone, c'est quand même bien moins cher qu'une bonne caméra, même une petite caméra. Le smartphone, même si vous prenez un très bon smartphone, après l'environnement qu'on rajoute pour filmer avec ce smartphone, c'est quand même des prix qui sont très abordables. C'est du matériel qui est portable. Alors juste pour vous montrer, voilà, moi je suis venu avec ma petite mallette, et dans cette mallette, vous avez effectivement le grip, 2 micro-cravates, un micro d'ambiance, et j'ai pas pris mon pied parce que effectivement le pied vidéo, voilà, je voulais pas le prendre aujourd'hui, mais en tout cas voilà, moi cet après-midi, je vais dans un labo parisien pour aller faire un petit interview. J'en profite de ce voyage à Paris pour pouvoir aller faire un interview d'un de mes collègues qui est d'une équipe de Lyon, mais qui est aujourd'hui sur Paris. Donc c'est du matériel très portable qui passe évidemment dans les avions et les TGV. Là, on se casse plus le dos avec ce type de matériel. C'est du matériel qui est très discret. Alors nous, par exemple, sur des terrains de recherche, il faut qu'on soit pas trop invasif. Donc venir avec une caméra, un trépied, de l'éclairage, tout ça, ça peut changer le dispositif de captation. Donc c'est un dispositif filmique qui est très discret. C'est très approchable. Voilà, approcher quelqu'un pour faire une interview en micro-trottoir, par exemple, vous venez avec une caméra ou avec un smartphone, vous n'avez pas les mêmes types de réactions. C'est surtout aussi du matériel, et ça c'est sur une partie sur laquelle on pourra peut-être en revenir dessus, mais c'est utilisable partout, c'est-à-dire que l'outil que vous avez dans votre poche, vous savez l'utiliser en mode photo et en mode vidéo. Donc le gap pour passer à de la production audiovisuelle professionnelle, il n'est pas si important que ça. Et puis le gros avantage aussi, c'est qu'effectivement sur un même outil, donc le smartphone, c'est un peu l'intitulé de cette conférence, c'est vous écrivez votre scénario, vous tournez vos rushs, vous montez avec votre téléphone, et puis vous pouvez aussi diffuser si votre smartphone est linké avec les réseaux sociaux pour faire de la diffusion. Et puis évidemment, ça répond bien évidemment à nos besoins de communication et de recherche et pédagogique. Donc c'est un outil qui a beaucoup d'avantages. Alors quelques inconvénients, bien évidemment pour les professionnels de l'image et du son que nous sommes tous, quand on a l'habitude de travailler avec une caméra, avec des vrais objectifs, des bagues d'iris, de points, le téléphone, ça reste un outil qui est quand même petit, qui est peu ergonomique. On parle aussi de qualité de smartphone. Moi, je suis habitué très régulièrement maintenant à faire des formations sur filmer, monter avec un smartphone. C'est vrai qu'une des prérogatives de ces formations-là, c'est venir avec un smartphone adéquat pour faire de la vidéo. Parce qu'effectivement, dans les premières formations, il y a des gens qui venaient avec des smartphones, même avec des marques exotiques, qui étaient des culs de bouteille pour faire de la vidéo. Donc, bien évidemment, il y a smartphone et smartphone pour faire de la vidéo. Il y a des qualités d'objectifs qui sont quand même différentes selon les marques. Le smartphone est encore, même si c'est de moins en moins vrai, un peu moins performant dans des basses lumières. Et puis, il y a aussi un inconvénient qui est quand même pas des moindres, c'est la gestion de l'audio sur cet outil-là, puisque effectivement, quand on a tout branché, ça reste quand même très bricolage, entre guillemets. C'est le monde du mojo, donc du journaliste mobile, c'est un monde qui est tout le temps en évolution en ce moment, c'est-à-dire que là, on va vous présenter une application, mais peut-être dans 6 mois, cette application, elle n'existera plus parce qu'elle aura été rachetée ou il y aura une application concurrente qui sera venue. Donc c'est vrai que
les photos qu'on fait en dispositif filmique, peut-être dans 1 an ou 2, on sera assez surpris de comment on tournait. Juste un petit exemple, par exemple, là pour l'instant avec les smartphones, on utilise des micro-cravates, donc des petits boîtiers Rode, les petits boîtiers carrés noirs là, qui sont bien connus, qu'on voit chez les youtubeurs. Donc un micro-cravate avec posé sur l'interviewé. Là, avec l'arrivée de l'iPhone 16 qui est sorti assez récemment, l'iPhone 16 est bourré d'intelligence artificielle à l'intérieur du téléphone et du coup, il y a un traitement du son qui est assez performant et moi, je pense qu'effectivement, le micro-cravate va être de moins en moins utile puisque vous faites une prise de vue classique avec votre iPhone et après, vous pouvez retraiter le son en baissant les bruits d'ambiance et c'est assez performant. Donc, effectivement, peut-être le micro-cravate sera peut-être un outil qu'on n'utilisera plus dans les temps qui viennent. Alors, juste pour vous montrer un petit peu nous ce qu'on fait donc, à la MSH de Lyon-Saint-Étienne, sur un exemple assez précis, voilà, en 2023, moi je suis parti avec une équipe de recherche en archéologie, donc des spécialistes de terrain au Moyen-Orient, donc en Irak. Donc déjà, voilà, pour passer en Irak avec du matériel audiovisuel, c'est très compliqué. Mais donc, du coup, on s'est allégé les complications en passant avec un téléphone et une petite valise. Bien évidemment, ils ont tout fouillé. Hein, ça, à la douane, c'est le même principe. Mais du coup, ça fait moins de matériel à faire passer, puisque là, dans cette valise, il y avait effectivement la partie lumière, la partie son et un trépied. Donc, dans ce temps commun, effectivement, en Irak d'une semaine, on y était donc effectivement pour faire des images et un tournage sur un terrain de fouille. Et on en a profité aussi pour faire ce qu'on appelle de la visibilité donc, de ce terrain de fouille. Et l'idée, effectivement, c'est d'utiliser le smartphone pour tourner, monter et diffuser rapidement. C'est-à-dire que pendant que les chercheurs étaient en train de fouiller, eh bien, du coup, on a pu faire des capsules en direct, enfin quasiment en direct, et puis les diffuser avec les réseaux sociaux locaux. Donc ça, c'est effectivement donc, une couverture très rapide et très légère d'une fouille. Et on en a profité aussi pour mettre en place une formation audiovisuelle pour les universitaires, les profs et les étudiants donc, de 2 universités irakiennes. Donc on a fait un tournage. Et du coup, on a formé des gens pour qu'ils viennent en tournage avec nous et du coup, qu'ils fassent aussi des images et qui participent donc à la campagne de diffusion de ces productions. Donc du coup, voilà, c'était donc un module de formation avec 80 étudiants formés et puis effectivement donc une formation qui peut se résumer en 2-3 jours. On peut aborder les questions de tournage, les questions de montage à des étudiants qui n'ont aucune connaissance de la production audiovisuelle. Du coup, effectivement, les avantages, c'est que vous voyez qu'avec le smartphone, on peut accéder à des terrains qui sont compliqués dans la recherche, en tout cas en sciences humaines et sociales. Rentrer à la BNF avec un smartphone, c'est facilitant. Dans des archives et évoluer au milieu des archives, on est avec son petit smartphone et on ne prend pas beaucoup de place. Rentrer dans une salle blanche, c'est bien moins compliqué avec un smartphone qu'avec une grosse caméra. On est aussi en complémentarité, c'est un outil qui est aussi intéressant à être complémentaire par rapport à des tournages autres que smartphone. Un smartphone de très bonne qualité, les images se marient, évidemment il y a un petit peu d'étalonnage à faire, mais avec des images GoPro et avec des images de caméra classiques, donc ça il n'y a aucun souci. Et puis donc voilà, c'est effectivement une rapidité donc, à tourner, monter, où qu'on soit, dans une salle de conférence, dans un couloir, on se met dans un petit coin et avec un casque, on s'isole et on fait son montage sur son téléphone et avec une diffusion très rapide. En fait, moi, le déclic effectivement, qui a fait basculer ma direction, c'est effectivement l'équipe de direction qui était en train de faire une conférence. Et du coup, moi, j'avais fait des images d'illustration, j'avais fait un petit interview de ma direction, et au moment où ils finissaient de finir sur la chaire, le produit était prêt à être diffusé. Donc c'est vrai que
les directions, en tout cas de laboratoire, et puis j'imagine aussi les directions d'université sont assez friandes de ce genre de production tournée-montée très, très rapide. Donc là, pareil, alors je ne sais pas si les slides, on les fera circuler à la fin de votre rassemblement, mais en tout cas, voilà le type de matériel, sur la droite, effectivement, le type de matériel que moi j'utilise, qui sont des produits maintenant qui sont largement utilisés et donc qui font le job. Au niveau audio, au niveau vidéo et qui sont, comme vous le voyez, effectivement facilement transportables. Alors ça a un coût, évidemment, tout ça. Un téléphone, ça peut facilement monter jusqu'à 2000 €, un bon téléphone qui fait de la très bonne vidéo. Et après, le kit smartphone, ce qu'on appelle le kit smartphone, c'est entre 500 et 700 € et pas plus. Donc voilà, vous avez un kit qui, pour monter des budgets, qui peut être facilement mobilisable dans nos administrations. La principale difficulté dans nos administrations, et ça je le dis tout à fait clairement parce que moi ça m'est arrivé, c'est faire accepter à nos administrations qu'on achète des smartphones pour faire de la vidéo. Voilà, donc moi j'ai pris beaucoup de temps administrativement pour faire comprendre que je ne voulais pas acheter une caméra chère, et je présentais un budget pas cher, mais du coup comme c'était un smartphone, au niveau des budgets universitaires et des budgets CNRS, il y avait une incompréhension, et je me suis même entendu dire que je commandais un téléphone qui était bien mieux que la présidente celui qu'avait la présidente de l'université Lyon 2. Donc voilà, l'argument c'est la présidente ne fait pas de vidéo, elle veut juste un smartphone pour téléphoner. Nous on veut un smartphone, ce qu'on appelle les smartphones haut de gamme dans la catégorie des iPhones. On prend et le dernier smartphone Apple, et aussi on prend les modes pro et gros, enfin les plus larges en termes d'écran. Je viens compléter le propos de Christian à nouveau avec une petite salve de slides qui vont illustrer le fait qu'il y a une adoption de plus en plus grande par le monde professionnel. Donc, si on a un niveau d'exigence élevé, on commence à trouver véritablement des réponses. Jusque là, on filmait, alors soit avec les applications natives de nos appareils distincts, soit on trouvait sur le marché, vous êtes sûrement nombreux ou nombreuses à avoir connu cette application qui s'appelait Filmic Pro, qui consécutivement à un rachat est un peu gelé, mais ce qu'il s'est produit c'est encore assez récent, c'est que Blackmagic Design, là en revanche je pense qu'à peu près tout le monde connaît, est entré dans la danse en fournissant une application qui de surcroît est gratuite. Et je ne sais pas s'il y a des représentations. Si j'ai une représentation d'écran sur une slide à venir, ne m'en veuillez pas, c'est une vidéo un peu promo du truc. Pour vous donner un exemple de ce qu'ils ont fait, je ne sais plus qui est le groupe en concert, mais quelqu'un connaît le groupe ? C'est Korn. Vous connaissiez le groupe ou la promo par Blackmagic Design ? Pardon. Donc on a le réalisateur du clip qui, en fait, alors ils ont lancé une petite campagne auprès des fans du groupe en leur faisant savoir que le soir du concert, il y aurait le tournage du clip et qu'ils avaient besoin d'à peu près 200 contributeurs. Donc, ils leur avaient donné toutes les instructions et Blackmagic donc, a tout simplement mis à disposition son cloud pour que les captations, donc depuis le concert, aillent rejoindre le cloud et qu'ensuite il puisse y avoir le travail évidemment consistant à obtenir un clip terminal. Blackmagic Design, c'est ça. C'est une application dont vous voyez l'interface avec quelques-unes des fonctionnalités théoriquement inexistantes sur un smartphone et qui peuvent donc satisfaire des besoins professionnels. Et sachez que si Blackmagic a fait ça, c'est parce que les smartphones, je pense qu'ils ont eu des clients qui ont dû pousser un petit peu pour qu'ils aient une offre autour du smartphone. Et évidemment, c'est un appareil qui rentre maintenant dans les circuits de production au sein desquels on trouve aussi bien leur caméra que leur logiciel. Donc le tout étant interconnectable. Sachez donc que si vous avez un iPhone, c'est disponible pour tout iPhone, sauf si vraiment vous avez quelque chose de très 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 ancien. Et pour Android, en tout cas au jour où la slide a été réalisée ici, vous avez sur le bas de la slide les appareils qui sont compatibles. Donc Blackmagic fait quand même des tests pour s'assurer que le maximum de fonctionnalités
puisse être disponible sur un certain nombre d'appareils. Et c'est la raison pour laquelle, comme bien d'autres développeurs d'applications, soit ils renoncent à Android parce que c'est discriminer, c'est faire des choix, ou c'est trop compliqué parce qu'il faut une équipe de débugage x4 par rapport à un iPhone. L'iPhone étant un écosystème beaucoup plus étriqué, voilà pourquoi on adopte tous l'iPhone, ou en majorité en tout cas. Donc voilà, vous avez normalement eu la slide. Et puis c'est aussi pertinent pour des contextes d'utilisation. Vous le voyez par exemple en captation et même en diffusion multicam. Blackmagic n'est pas le premier à avoir proposé ça, mais néanmoins, donc ça rentre dans les fonctionnalités qui sont celles qu'on trouve dans l'application. Il suffit d'avoir plusieurs appareils, de les connecter, et tout ça peut être synchronisé de surcroît avec DaVinci Resolve pour faciliter aussi le circuit et le processus de montage. Je crois que je ne me suis pas complètement... Ah si, je me suis limité en termes... Il va y avoir un retour sur du logiciel, j'ai dû intervertir 2 slides. La professionnalisation, on la voit s'accentuer aussi, donc vous l'avez vu, il y a quand même des acteurs comme Blackmagic Design qui arrivent. La professionnalisation, on la trouve aussi sur les appareils. Christian a évoqué tout à l'heure le fait que c'était de la bidouille, des composants qu'on prenait à droite et à gauche, qu'on assemblait avec des câbles et des adaptateurs à gogo. C'était un peu le paradis de l'adaptateur, la vidéo mobile, jusque très récemment. Et vous voyez sur la droite de la slide une des dernières cages qui a été produite par Moment, que vous connaissez peut-être, qui fabrique des petits objectifs pour smartphone, enfin des coques qui sont un peu adaptées, tout un tas, ça va jusqu'au sac à dos. Donc ils font un tas de choses, et y compris une appli pour filmer, mais je crois qu'il n'est disponible que pour iOS. Ils ont récemment sorti cette cage, vous le voyez peut-être pas super bien sur la photo, mais qui limite le nombre d'appareils que l'on va rajouter. Par exemple, un disque dur externe, ça existe. Là, on n'en a plus forcément besoin, même si on peut le raccorder, il y a la connectique qu'il faut. On n'a plus forcément besoin d'avoir une multitude d'adapteurs parce que vous devez peut-être distinguer la présence d'un certain nombre de ports USB-C pour raccorder, que sais-je, un micro ou justement un disque externe ou encore un autre appareil. Il y a des prises jack pour le casque, pour le monitoring, et il y a même un petit slot pour une carte SD, pour qu'on puisse transférer directement les images au moment de la captation si on est dans des formats qui sont voraces, gourmands, et qu'on puisse mettre en péril un peu l'espace de stockage de son smartphone. Donc professionnalisation vraiment à tous les étages. Et puis pour le montage, je reviens un petit peu à Blackmagic Design. Historiquement, on a eu sur le marché, et ça ne concernait qu'iOS et un tout petit peu Android, LumaFusion, que vous avez donc au tout début sur la gauche. Et aujourd'hui, il partage un petit peu l'espace du logiciel de montage avec quand même 2 géants, que sont donc Blackmagic Design avec DaVinci Resolve, qui est sorti pour iPad, et enfin, alors que c'était demandé par une multitude donc de vidéastes, quels qu'ils soient amateurs ou pro ou semi-pro, Final Cut Pro iPad est également sorti. Et sachez à titre indicatif que certes, il y a Blackmagic Design pour filmer, mais Apple a également sorti, ils n'en ont pas fait une promo dingue, c'est un peu confidentiel, mais il y a aussi Final Cut Cam, ça doit s'appeler comme ça, qui est une appli de tournage, pardon. Final Cut Camera, donc qui est gratuite, qui est en fait une appli pour tourner avec un iPhone, alors qu'il y a déjà une appli, théoriquement, pour faire des vidéos. Sauf qu'on accède évidemment à des réglages complémentaires, à des paramètres complémentaires, pour satisfaire des besoins un tout petit peu plus exigeants. Et ça fait du multicam pour Final Cut. Au même titre que Blackmagic Design, on a de la captation multicam, absolument. Et donc voilà, c'était juste pour un petit complément, pour vraiment insister sur la professionnalisation de la vidéo mobile, mais Christian va nous témoigner d'un usage précis. Alors c'est vrai que quand on fait de la formation, notamment pour des étudiants, pour les mobiliser sur la technique de filmer et monter avec son téléphone, la partie tournage selon le téléphone, elle peut être un peu problématique, c'est-à-dire que selon la gamme de téléphones qu'on a, les applications peuvent être plus ou moins compatibles. Quand on branche des micros, ça peut être plus ou moins reconnu. Donc il y a quand même
une petite galère et du formateur et des formés sur la partie tournage. En tout cas, sur la partie montage, là, vraiment, moi, depuis que je donne ces formations tourner-monter avec son smartphone, avec des enseignants-chercheurs, des ingés CNRS ou des doctorants et des étudiants, c'est vrai que la partie montage, elle est vraiment hyper safe, hein, parce qu'effectivement, il y a des applications qui marchent partout, sur tous les téléphones, même les vieux téléphones. Notamment, c'est l'application donc VN, qui est une petite application qui permet de faire des montages simples, hein, évidemment, pour ceux qui ont l'habitude de monter sur Final Cut Pro ou Premiere. C'est pas un Premiere, c'est pas, voilà, on fait pas des miracles avec VN, mais en tout cas des pré-montages et des petites capsules qui sont faites dédiées pour les réseaux sociaux. C'est vraiment une application qui est vraiment super bien faite et qui marche et qui plante pas, qui est gratuite sur tous les univers de téléphone. J'ai jamais vu un téléphone où c'était pas possible d'installer VN. Alors pourquoi on parle de VN ? Parce que d'abord, il est gratuit, il permet de faire effectivement du montage très simple. Il existe depuis très longtemps. Maintenant, il y a un peu des pubs. Pendant que vous êtes en train de monter, de temps en temps, vous avez une pub à skipper, mais ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Il permet de faire, vous voyez, la petite démo, mais après, je vais brancher un téléphone pour vous montrer comment ça marche, grosso modo. Hein. En tout cas, il est très facilement... il peut être pris en charge très facilement. Si vous avez l'habitude de faire du montage, vous allez retrouver évidemment l'univers du montage très, très rapidement. Et c'est souvent que VN, on le compare à un autre logiciel, une autre petite application que, en tout cas, les jeunes connaissent très bien, c'est CapCut. CapCut, c'est aussi une application de montage, mais derrière CapCut, il y a TikTok. Et donc, vis-à-vis de l'environnement de l'ESR et l'environnement de l'enseignement et de la recherche, donner des données, en tout cas nous en recherche, on est aussi sensible à où est-ce que les données vont. Ben, quand elles vont chez CapCut, ils viennent de changer leurs paramètres de confidentialité et de gestion des images qu'on dépose. Et maintenant, c'est vraiment clairement dit que chez CapCut, tout ce que vous déposez est réutilisé gratuitement et sans votre accord. Voilà. Même si vous déposez des choses et vous ne faites pas de montage avec, à partir du moment où vous les déposez sur CapCut, eux, ils le récupèrent. En tout cas, VN, c'est un produit où les conditions d'utilisation sont un peu moins libres que le produit chinois. Et donc là, normalement, je vais me déplacer. Juste brancher ça. Et peut-être il faut juste mettre... Voilà, ce micro, merci. Et juste pour vous montrer donc l'application, à quoi elle ressemble. Voilà, donc ça c'est VN. Alors c'est très simple d'utilisation. Une des premières choses, bah voilà, vous connaissez peut-être tous effectivement la méthodologie de travail du montage, mais donc du coup on demande donc un nouveau projet, on a accès à ces rushs. On peut effectivement donc sélectionner des rushs. On peut aussi visualiser, donc ça c'est des images que j'ai faites tout à l'heure, on peut visualiser assez rapidement donc un rush et se dire bah, c'est effectivement celui-là que je veux. Voilà, on en sélectionne quelques-uns. On les amène dans une table de montage et là on retrouve l'univers de montage tout à fait classique et ce qu'on a l'habitude de retrouver sur toutes les applications de montage sur ordi et sur téléphone. Mais en tout cas, vous voyez qu'effectivement, l'univers est un peu restreint. Sur un téléphone, ça demande une petite mise en place d'être à l'aise avec ses gros doigts. Voilà, les icônes sont petits. Donc, je sais qu'en formation, il y en a certains qui, très rapidement, le montage sur téléphone ne leur va pas. Donc, ils basculent sur une tablette ou ils basculent sur un ordinateur. Mais en tout cas, voilà, vous avez vos rushs qui sont effectivement mis en place. On peut donc, en les sélectionnant effectivement et en jouant sur le in et le out, on peut très, très rapidement cropper au début et à la fin. On a aussi des outils de montage très classiques qui sont le petit cutter, ici un petit ciseau où vous pouvez effectivement couper des parties et se séparer de parties.
On a aussi la possibilité en cours de montage, vous avez vu que j'ai sélectionné mes rushs, ça c'était un ordre de toute façon totalement aléatoire, mais on peut en sélectionner des rushs et on peut remanier sa ligne de temps de montage. On peut aller chercher aussi des rushs supplémentaires et de revenir effectivement dans son chutier. Là par exemple, j'amène un petit habillage qu'on a fait, alors qui n'est pas du tout fait par... qui n'est pas du tout fait donc par VN, mais du coup vous pouvez voilà, faire vos habillages avec After Effects et les logiciels que vous avez l'habitude, les importer dans VN, et puis après les remettre correctement dans votre plan de montage. Ça c'est la partie montage très, très simple. On a effectivement des aspects colorimétriques sur lesquels on peut jouer sur différents paramètres de luminosité, contraste de façon très classique. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les formats, mais vous voyez qu'ici en dessous, on a la possibilité de faire quand même pas mal de choses avec l'image, de gérer un son seul, de gérer effectivement le mode cut de montage, le bout à bout, mais on peut aussi monter en assemblage, c'est-à-dire qu'on peut mettre des images d'illustration sur un interview de façon très, très facile. On peut rajouter de la partie musique, effets sonores, et même il y a une petite fonction d'enregistrement de voix off pendant le montage, comme sur Premiere. Donc vous pouvez très facilement mettre votre voix off et la dire en même temps que votre montage. Vous avez la possibilité aussi de mettre un certain nombre de titrages très rapides qui sont préprogrammés, mais vous pouvez aussi faire les vôtres à vous. Il y a aussi la possibilité, donc, avec VN, d'importer des polices de caractères. La police de caractère, par exemple, CNRS, elle est officielle. On peut charger une police de caractère spécifique et travailler donc avec cette police de caractère. Et puis, vous avez aussi la possibilité de rajouter des éléments sur vos vidéos. Donc, très rapidement, on peut faire du picture-in-picture très rapide. Alors, je ne suis pas allé très très loin dans le nombre de pistes vidéo qu'il peut lire, et je pense qu'il y a une limite, mais très rapidement, on peut mettre des images, des photos, des illustrations, des infographies assez rapidement dans vos montages. Et puis, évidemment, quand tout ceci est fait, eh bien, vous avez en haut le petit bouton bleu qui vous permet d'exporter votre vidéo finale. Et si votre VN est linké avec vos réseaux sociaux, vous pouvez directement la poster sur des comptes Instagram, Facebook et autres. Voilà, donc un outil très basique qui existe et sur téléphone, qui existe sur tablette et qui existe aussi en dur, en logiciel sur ordinateur. Voilà, moi je pense qu'on a fait à peu près le tour avec Nicolas. On a essayé de respecter le temps avec le petit retard, parce qu'on sait qu'on est les derniers, donc on ne veut pas, voilà, on sait que l'heure du repas arrive. On peut peut-être basculer sur la partie questions-réponses, si vous souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Parce que là, on n'aura pas le temps. Ok, merci. Et commencer après. Bonjour, merci pour le partage. Au niveau vous avez des exemples au niveau des captations live pour, par exemple, prendre du son et gérer en live, par exemple, on imagine plusieurs smartphones, 2, 3 smartphones dans une captation live, et envoyer ça, se passer d'une grosse régie de captation live. Vous avez déjà vu des exemples en vrai, pas seulement sur le papier? Alors moi, j'ai sûrement pas l'habitude d'utiliser ce genre d'installation. Alors, travailler avec plusieurs smartphones pour expédier le flux dans une direction, c'est ça? Oui, oui. Alors, je vous donne un exemple qui est le mien à mon niveau depuis mon petit métier en termes audiovisuels. Moi, je m'amuse avec l'Atem Mini. Tout le monde voit ce que c'est à peu près? Ouais. Vous connaissez? C'est un petit mélangeur vidéo. Pardon, oui. Ouais, l'Atem. Oui. Voilà, moi je joue avec ça. Après, mes compétences quelque part vont s'arrêter là, c'est-à-dire que j'ai pas de besoin supplémentaire. Enfin, l'Atem est capable de récupérer le flux de chacun des dispositifs distincts et
Je ne sais pas si ça répond à la question, s'il y a un cas d'usage de ton côté, Christian. Je me permets de répondre parce que j'ai utilisé des tablettes et smartphones pour faire des réals en fait. Et on utilisait une solution qui s'appelle Switcher Studio. C'est une solution un peu cloud qu'on paye et tout. Et donc, comme on n'avait pas beaucoup d'équipement et on était obligé de faire les choses assez rapidement, donc on avait de mémoire, on avait 3 tablettes plus une tablette mère chargée sur trépied. On y va, on avait une box Wi-Fi et tout était connecté en Wi-Fi et on faisait de l'enregistrement et du live en direct en fait. Donc c'était des petits capteurs de petites tablettes d'iPad, c'était pas ouf, mais ça faisait le job. Et comment ça fonctionnait, donc on avait du 720 qui était amené en direct pour la tablette mère qui faisait la réal et automatiquement la tablette enregistrait elle le 1080 dans sa tablette et à la fin on récupérait tout et on synchronisait et ça refaisait le multicam en 1080 et ça créait aussi automatiquement un fichier multicam pour Final Cut 10. Et niveau du son, une carte son d'acquisition faite sur la tablette mère. En fait, il y a iRod. Ah non, c'était quoi Non, j'ai oublié le. Il y a des petites cartes son avec soit Lightning, USB-C, différentes USB et une entrée XLR en fait. Et tu rentres dedans quoi. Et après, comme quand tu ferais un multicam, tu choisis l'audio que tu veux en mettre en fait et tu gardes celle-là quoi. Comment La thème mini, ouais. Ouais, mais là, c'était iRig, de l'iRig, je crois. Et ça marchait bien. Il y a une solution, si je ne dis pas de sottises, peut-être certains connaissent, qui est binarrative. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu connais binarrative. Je ne suis pas certain, j'ai voulu vérifier, mais comme je n'ai pas de connexion, je ne peux pas confirmer. Ce serait une solution française qui serait aussi dédiée à des productions audiovisuelles plus exigeantes que ce dont je témoigne. Binarrative. Enfin, c'est vraiment... voilà. Oui, bonjour messieurs. Je voulais savoir, quand on fait de la prise de son avec des micro-cravates, donc si j'ai bien compris, on connecte globalement son son avec des... On peut connecter des lavalières en Bluetooth, c'est bien ça ? Alors, en fait, on passe pas en Bluetooth. Enfin, moi, la solution que je préconise, parce qu'effectivement, le Bluetooth, j'ai eu des soucis de gestion de son avec les smartphones. Mais en tout cas, moi, je passe par un petit boîtier qui s'appelle Rode AI, qui est un petit boîtier en connectique mini jack qui permet de rentrer du son et de sortir du casque. Donc, du coup, vous pouvez brancher sur le téléphone, donc en Lightning ou en USB-C. Deux entrées de micro, c'est en TRSS, les mini jack, et donc vous pouvez rentrer 2 sons différents, 2 micros différents, et sortir un casque pour écouter le son que vous enregistrez avec le téléphone. Ok, donc c'est ça. Ok, donc j'ai un device qui est soit en USB-C, soit en Lightning. Okay, donc ce petit boîtier que fait Rode fait encore un peu office de référence. C'est une centaine d'euros quand même ce petit boîtier de connexion. Mais c'est la seule solution qu'on a sur des USB-C ou Lightning iPhone où on n'a qu'une seule connectique sur un téléphone. Ok. Donc en fait, je ne peux pas brancher par exemple des micros en Bluetooth type PicoGear ou des choses comme ça ? Si, tu peux brancher des micros en Bluetooth. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que Christian travaille comme moi, c'est-à-dire qu'on prend la vidéo avec l'audio. On ne prend pas l'audio séparément. Ouais. Et le Bluetooth, j'avais suivi quelques expériences, et en particulier, il y avait un technicien d'une radio suisse qui, à une certaine époque, avait même lancé un Kickstarter, apparemment, avec un petit plugin, un dispositif matériel qui avait l'air chouette, et dont il n'a jamais pu mener le projet à bout, parce qu'il n'a pas pu le financer. Et on a vu passer des gens comme, en particulier Sennheiser, puisque j'ai vu qu'ils étaient partenaires, je crois, qui ont des microphones. Je ne sais pas si Rode aussi, dont on parle beaucoup, je crois, vient de sortir soit un micro ou vient de faire une mise à jour d'un firmware pour faire en sorte qu'on puisse transmettre le son par Bluetooth, sauf que le Bluetooth, on sait ce que c'est, et donc il faut lancer une appli sur smartphone séparément de l'appli de captation vidéo pour que le son aille sur cette appli-là, et qu'ensuite on fasse un travail de resynchronisation du son pour ne pas avoir un petit décalage entre le son et l'image.
pardon pour les explications moyennement techniques, Ouais, ouais. mais on peut faire de la captation Bluetooth, sauf que dans tous les cas, moi, j'ai pas vu d'usage intégré. C'est surtout un usage un peu déporté. Si je dis pas de bêtises, mais comme je le pratique pas, c'est un peu sur spécification technique que je réponds. Ok, d'accord. Donc c'est avec un Mais device. ça pourrait arriver, hein, puisqu'on parle beaucoup aussi de la disparition des ports USB-C, d'un tas de choses. C'est vrai que c'est des rumeurs comme ça qui circulent régulièrement. Ok, oui, idéalement c'est ça. L'idéal serait d'avoir des lavalières en Bluetooth qui se branchent directement dedans. Et voilà. Mais du coup, la question c'était aussi de savoir si on pouvait être en bicanal. C'est en gros d'avoir à la fois le casque en Bluetooth et les lavalières en Bluetooth. Mais bon, bref. Ce qui complexifierait un peu la liaison. En fait. Mais ok, d'accord. Donc le device en Lightning. Ok. Super. Fabricant qui vient de sortir, j'ai plus le nom, qui vient de sortir donc les petits micros comme tu connais, hein, comme on a toujours vu passer sur le marché, un peu comme les Wireless Go de chez Rode. Et dans le boîtier, ils ont ajouté en fait une oreillette pour le monitoring, donc qui vraisemblablement se connecte sur le récepteur et dispense de devoir raccorder en jack un casque et permet de monitorer donc en ayant la même connexion, quoi. Ok. Enfin, les choses progressent pas mal, quoi. Puis après, c'est vrai qu'il y a des matériels qui sont plutôt orientés pro, et puis il y a des matériels beaucoup plus grand public, enfin tous ces petits micros qui sont ronds, en étoile, en diamant, en ce qu'on veut, enfin qui visent un peu plus peut-être le grand public, quoi. Il y a une appli dont on n'a pas parlé là, moi que j'adore, c'est pour ça que j'ai acheté un iPhone 13 mini, puisqu'à partir de l'iPhone 13, on a affaire au mode cinématique, et qui permet de retoucher son point, enfin en gros de retoucher sa zone de point en édition sur une timeline, et ça c'est vraiment super. Voilà, qu'on n'a pas. J'ai cherché sur des téléphones Android et typiquement on ne la retrouve pas aujourd'hui. Et puis les bokeh qui sont générés virtuellement sur Android sont encore pas très convaincants, alors que sur Apple ils ont vraiment très bien avancé. Bon voilà. Et donc juste pour compléter, effectivement le mode cinématique sur iPhone qui existe effectivement à partir du 13 là, ouais. À partir du 16, en fait c'est exactement la même chose. Ils ont fait exactement la même chose pour le son. C'est-à-dire qu'on peut pointer la zone sur laquelle on veut que le son sorte. Ah ouais. C'est-à-dire que s'il y a deux personnes qui parlent, en pointant sur une personne, on va dire il va prioriser cette personne-là. Ouais, donc du coup voilà le mode cinématique, c'est vulgaire de dire ça, mais on peut retraiter aussi, pareil que l'image, on peut retraiter le son, avoir un son très studio par exemple, et on a un petit curseur, c'est très simple, hein. On enlève ou on rajoute du son d'ambiance et c'est à nous de doser. Donc évidemment, plus on en enlève, plus la voix va devenir un peu métallique, ça c'est logique. Mais nous, on a fait des tests d'enregistrement d'une interview avec un tramway à Tours, par exemple, dernièrement. Eh bien, en enlevant le tramway, c'est comme si le tramway était électrique. On a carrément enlevé le son du tramway qui passait derrière la personne qu'on interviewait. Ok. Bon, merci beaucoup. Ouais. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question qui était peut-être un peu plus administrative, puisque vous avez évoqué le fait que c'était compliqué d'acheter un smartphone. C'est déjà un premier point, effectivement. Le deuxième, c'est que beaucoup de smartphones, je ne connais pas l'univers Apple, mais il faut une carte SIM. Globalement ou pas, non? Vous utilisez des cartes SIM, un compte perso. Elles ne sont pas du tout connectées au réseau, alors? Il n'y a pas de carte SIM sur iPhone. On ne peut pas, comme les Android, rajouter des cartes supplémentaires. Enfin, il me semble pas. Enfin, il n'y a pas de slot pour ça. Et effectivement, au niveau administratif, pour aller vite, c'est souvent un compte perso qui est utilisé. Parce qu'effectivement, si en plus il faut demander au labo ou à l'institution de créer son compte institutionnel, là on s'en sort plus, mais c'est souvent un compte perso. Ouais. D'accord, donc vous avez une unité de tournage, finalement, on va même pas la peine de parler de smartphone presque, mais vous avez une unité de tournage personnelle, chacun du coup, parce que si on veut par exemple, si vous le prêtez à votre collègue qui part en tournage, il change son compte au démarrage du téléphone. Ouais, alors ça c'est une vraie bonne question, parce qu'effectivement le smartphone est un peu personnel. Ouais. Donc moi, pendant longtemps, quand on m'a acheté un smartphone professionnel, je mettais la carte pro du téléphone sur ce téléphone. Et puis, quand je voulais passer en personnel, je switchais. Et en fait,
J'ai très rapidement arrêté parce qu'on n'arrête pas d'enlever la carte et de la sortir. Et donc, du coup, j'ai mis la mienne personnelle. Mais ça, c'est une vraie question d'outils mutualisés. À mon avis, administrativement, c'est un autre gap encore. Mutualiser, effectivement, les flottes de téléphones qu'on pourrait... Alors, c'est vrai que moi, je connais, par exemple, des institutions qui ont acheté des smartphones, mais sans compte de téléphonie. Et ils ne fonctionnent qu'avec des bornes Wi-Fi. Ouais, ok. Parce que, par exemple, imaginez des comptes un peu standards au nom d'un labo. Du coup, on n'est plus RGPD, trop compatible. Si on crée des comptes tel labo, machin, et qu'on se sert du smartphone en ce sens, quoi. Ça, c'est une question qui est intéressante parce que, même dans le monde de l'entreprise que je sers un petit peu plus, c'est un problème également quand je recommande du matériel. Alors, on n'a pas besoin fondamentalement d'une connexion SIM. On n'a pas besoin d'accéder au réseau cellulaire dans l'absolu. Donc ça, c'est un problème qu'on met de côté. Maintenant, que vous preniez, par exemple, de l'Android, il faut un compte Gmail, déjà, pour paramétrer le smartphone. Et puis, il faut quand même régulièrement aller faire des mises à jour. Et même chose, donc côté iPhone, il faut un Apple ID. Donc, il faut créer un compte, il faut qu'il y ait quelqu'un, un référent qui gère le compte. Donc, c'est un problème qui est un peu... c'est des problèmes qui sont liés, effectivement, au fait qu'on ait des smartphones, quoi. Il y a des outils de gestion de flotte, en fait, pour les smartphones. Je crois que c'est Jam, un truc comme ça. C'est les UTS de France Télévisions, et ils sont maintenus par ça. Et, nous, à l'UT, on a une grosse flotte d'iPhone, en fait, pour des cours de Mojo. Et on va essayer de travailler avec notre service info pour utiliser cet outil pour les mises à jour et le maintien des téléphones. En fait, comme c'est des outils mutualisés avec le même code PIN, tout le monde, le même compte iPhone, des fois ça part un peu en vrille. Et donc pour pouvoir mettre à jour ces iPhones comme ça, dès qu'ils ont une connexion réseau, automatiquement ils vont se mettre à jour et prendre la main. C'est ce qu'on appelle des... MDM ou des trucs comme ça? C'est alors des trucs. C'est de l'administration de flotte de smartphones, quoi. MDM, c'est ça. Management Device Mobile. Il y a le même système aussi pour les écrans tactiles sous Android. C'est le même type de système de gestion de flotte, en fait. C'est ça. Pour pousser de carrément, dans une flotte, quoi. Ouais, donc ça, France Télévisions, c'est un très bon exemple, en fait, parce qu'ils ont une grande flotte d'UTS partout dans la France. D'autres questions? Vous êtes sûr? Encore? Vu que ça ne se bouscule pas, j'en profite. Vite fait, non, je voulais abonder dans le sens de ce que disait monsieur tout à l'heure pour accéder à un smartphone dans une université. Typiquement, nous, on a eu une demande comme ça par une déléguée de communication sur un projet. Et typiquement, il a fallu qu'elle le motive assez sérieusement puisqu'on est en marché sur un certain nombre de références de téléphones, alors Android et puis des iPhones qui sont malheureusement bien avant le 13. Je crois qu'il n'y a même pas le 12 dedans. Voilà, donc on a dû motiver assez sérieusement. C'est-à-dire que nous, on a été mis à contribution équipe audiovisuelle pour justifier l'achat. On a dû accompagner le demandeur et justifier l'achat pour un iPhone 15 à l'époque. Et effectivement, il faut batailler un peu parce que le prix est conséquent et que on comprend pas plus haut pourquoi est-ce qu'on a besoin d'accès à un matériel pareil. Voilà, donc c'est juste pour vous donner l'info. Oui, puis juste pour rebondir, moi j'ai déjà présenté des budgets où pour l'équivalent, je présentais un devis avec une caméra qui était 4 fois le prix du smartphone, et l'administration me dit la caméra est dans le marché, ça c'est facile à acheter. Mais je dis mais moi je coûte 4 fois moins cher. Mais du coup voilà c'est et en termes de voilà c'est effectivement pas dans le marché. Et moi en termes de formation voilà ça fait j'ai une quinzaine de formations dans l'univers de la recherche. Je compte sur les doigts d'une main les labos qui ont réussi à équiper leurs communicants ou des équipes de recherche sur des projets spécifiques de tournage léger en mode... voilà, il doit y avoir moins de 5 équipes que j'ai formées qui arrivent à acheter en pro. Donc c'est souvent de l'utilisation de leur matériel personnel pour débuter. Mais moi j'ai commencé comme ça, en 2018 c'était mon téléphone personnel et un jour je l'ai cassé en tournage en pro. Et bon, voilà, j'ai dit à ma direction, c'est quand même pas normal que c'est moi qui répare le téléphone qui est utilisé pour du mode professionnel.
Oui, et c'est vrai que c'est un sujet compliqué. J'allais ajouter que ce qui a complexifié pour nous la justification de la demande, c'est qu'en plus, comme disait monsieur tout à l'heure à propos des comptes, c'est que ce n'est pas un appareil mutualisable véritablement, puisqu'il est rattaché à une personne, et que ce qui était compliqué, c'était d'expliquer qu'une fois que cette personne qui était rattachée à un financement post-projet, finalement, après son départ, cet appareil allait rester, et que il fallait... Enfin, en gros, c'est pas comme n'importe quel appareil, une caméra qu'on laisserait dans une armoire. Là, pour le coup, on parle d'un téléphone, et voilà. Donc, ça complexifiait l'aspect mutualisation de l'appareil auprès d'autres personnels, en l'absence de la personne qui était en lead. Voilà. Et merci. On va conclure cette table ronde. Merci à nos intervenants.